Incidemment, je me suis intéressé aussi à Loisel, qui avait participé à cette épopée. Non pas exactement à la conquête de l'Italie du Sud, mais au début de cette conquête, c'est-à-dire la création du premier État normand indépendant en Italie du Sud, qui faisait suite à la demande qui avait été faite par certains ambassadeurs italiens qui voulaient combattre efficacement les Sarrasins qui venaient piller leurs côtes, et même à l'intérieur dans les villages, et aussi qui voulaient, certains représentants des patriotes italiens de l'Italie du Sud, qui voulaient se libérer du joug des Grecs, des Byzantins qui occupaient l'Italie du Sud depuis plusieurs siècles. Ces Normands répondirent à l'appel des émissaires italiens en l'an 1016. Et en 1017, il était à pied d'œuvre en Italie du Sud et remportait des succès sur l'armée, disons, des Byzantins. Ils commençaient à conquérir le pays, s'installer, etc. Ces Normands, pourquoi ils se retrouvent en Italie? Ça, j'arrive pas à comprendre. Alors, ce ne sont pas des aventuriers, ce sont peut-être des aventuriers dans ce sens que dans les familles qui se trouvaient en Normandie, la Normandie, cet État indépendant en Normandie qui avait été concédé aux Vikings pour qu'ils cessent d'organiser des pillages partout. Le roi de France leur avait concédé une partie de la Neustrie dans l'ouest de la France où il avait établi leur duché. C'était Rollon, le fameux Rollon, le chef des Vikings, qui avait été le premier bénéficiaire de cet État indépendant. C'était un duché indépendant. Et dedans, on avait installé, dans toute cette partie qui est la Normandie actuellement d'ailleurs, il avait installé les combattants vikings, ceux qui avaient conquis, sur des terres, et s'est installé là. Mais par la suite, ils ont eu à se battre contre le roi de France lui-même, qui revenait sur ses engagements, contre certains seigneurs qui voulaient envahir et reprendre les terres des Normands, de sorte que, comme tous ces Vikings étaient très solidaires les uns des autres, ils avaient reçu des renforts, pas spécialement des pays nordiques, mais certains des Vikings qui étaient déjà installés en Angleterre ou en Irlande d'ailleurs, qui venaient les renforcer et les aider à se débarrasser de ceux qui les attaquaient. Le duc de Normandie, les ducs, parce que se sont succédés, offraient à chaque fois à ces combattants qui étaient, si vous voulez rester, si vous voulez rester, on vous donnera des terres. Ça peut prendre quelle année, ça, grosso modo? Quelle époque c'était ça? Là, c'est au début du Xe siècle, vers 920, par là que les Normands se sont installés. Et c'est surtout vers le milieu du IXe siècle, par là qu'il y a eu des combats, etc. Et disons, jusqu'en 980, par là. Après, ça a été plus calme. Alors, il y a des Normands qui sont venus s'installer sur les terres qui étaient déjà, notamment dans le Bessin, la région de Bayeux, de la région de la côte de l'actuel Calvados. Il y avait déjà pléthore de bénéficiaires et il a fallu les envoyer dans le bocage, c'est-à-dire en direction de Vire ou de Mortain ou vers Avranches, où il y avait des forêts. À ce moment-là, c'était des forêts qui couvraient le sol pour défricher les forêts et se créer des terres exploitables. Mais c'était pas seulement par une œuvre philanthropique que les ducs ont fait ça, c'était pour disposer d'une armée.
c'était la première chevalerie qui existait dans cette région. C'était c'était devenu des barons, des seigneurs. Ils avaient leurs terres bien délimitées. Elle était tenue à effectuer comme à l'époque féodale, on copiait sur l'époque féodale, et il était tenu de venir faire certains services pour le roi, il était tenu de s'entraîner, il était tenu d'avoir un équipement très coûteux, parce qu'il leur fallait plusieurs chevaux, il leur fallait des armes qui soient bien adaptées pour eux, pour le combat, il fallait qu'ils s'entraînent et tout. Le duc de Normandie disposait donc d'une armée permanente sur tout le territoire. Et je ne parle pas des navires sur lesquels on n'a pas beaucoup de renseignements, mais également, il ne faut pas croire qu'il avait abandonné, comme certains le prétendent, les navires. Ce n'était plus des Vikings, il avait abandonné les navires. Non, il continuait à se servir des navires. Peut-être pas pour aller combattre ailleurs, mais ne serait-ce que pour le commerce, pour le cabotage local, pour transporter sur les rivières les produits de leur récolte et pour les emmener vers les marchés, etc. Donc là, ils ont laissé en Normandie ces Vikings pour les sédentariser, pour plus qu'ils aillent à la bataille, pour avoir un territoire. Oui, c'était pour défendre aussi, il fallait qu'ils défendent ce territoire. Normalement, le duc de Normandie était un vassal du roi de France, mais il se considérait comme indépendant. Et vis-à-vis du pape, vis-à-vis de l'Église, c'est pareil. Il était assez réticent pour obéir au pape, mais il était bien obligé de le faire parce que notre clergé, bien qu'il avait promis au temps de Roland de se convertir au catholicisme. C'était la promesse, mais cette promesse, ils n'ont guère tenu. Ils le sont devenus des chrétiens par force, parce qu'ils s'étaient mariés, ils ont trouvé des épouses qui étaient chrétiennes, ils ont eu des enfants, etc. Et ils se sont trouvés dans un autre contexte, dans la basse Normandie. La Basse-Normandie, la région du Cotentin, la région dont on vient de parler, du Bessin, du Mortenay, tout ça, où ils ne s'accommodaient pas du régime féodal. Et ils auraient voulu continuer comme autrefois, avoir leurs assemblées et leurs chefs qui se réunissaient. Et les chefs, c'était eux qui élisaient leurs responsables, leurs ducs. Sûrement qu'ils auraient été élus quand même, mais c'était eux qui devaient les élire normalement. Et tout ça, c'était fini pour eux. Et ça, ils regrettaient. Et comme il avait du mal à se convertir, jusqu'en 1025, il n'y a pas eu d'évêque dans le Coutançais. Il y avait eu un essai de remettre un évêque à Coutances, mais il avait été tué par entre-temps. Et donc, c'était donc des rebelles. Et quand les émissaires italiens sont venus en 1016 pour recruter, eh bien le duc de Normandie, dans le fond de lui-même, il était bien content de voir les personnages les plus turbulents prendre la direction de l'Italie sous promesse bien sûr de compenser les pertes dans chaque, de ce qu'on appelait des menhirs à l'époque, dans chaque terre là, que les chevaliers qui partaient devaient avoir des remplaçants tout de suite. Lui, il ne fallait pas que son armée en souffre. Mais des centaines en 1016, des centaines de chevaliers, c'était des chevaliers normands, sont partis vers l'Italie, et pendant des années, pendant des décades, le flot incessant des chevaliers normands s'est dirigé vers l'Italie, surtout plus tard, lorsque les Tancrèdes sont descendus plus loin vers l'Italie du Sud et la Sicile, là où il fallait du monde, là, et où on savait qu'il y avait des apanages à conquérir, on pouvait se faire des fortunes, etc. Donc c'est la pas du gain qui les a fait aller en Italie, la pas du gain. Bien. C'était un peu des mercenaires. Non. C'était pas des mercenaires. À l'époque, quand ils sont partis, c'était des chevaliers qui allaient pour combattre et vaincre des ennemis et s'emparer de leurs terres, etc. Ils voulaient vivre sur leur propre terre qu'ils auraient conquise.
c'est tout à fait différent. C'est un accord avec le roi de France, hein, ou c'est un accord avec le roi de France. Ah non, le roi de France, il n'a rien à voir avec la Normandie. Hein. Lui, il n'avait pas la parole, c'était le duc de Normandie qui lui a demandé. Par contre, c'est un accord avec la papauté, parce que le pape, comme il y avait des tensions avec l'Église byzantine, c'était ce qu'on appelait maintenant les orthodoxes, les chrétiens orthodoxes, qu'on était pris à deux doigts du schisme déjà à l'époque. Alors, il était content de voir arriver des bons chrétiens pour essayer d'imposer la loi qui était un peu la sienne. Donc, cette marche des chevaliers vers l'Italie, je persiste à dire que c'était sous la protection, je dis bien, de la papauté. Et le duc de Normandie aussi on lui avait dit, voilà, on avait raisonné, il avait accepté, puisque lui, dans le fond, ceux qui partaient, c'était des familles nombreuses, et tout le monde ne pouvait pas prétendre dans ces familles, il n'y en avait qu'un qui pouvait prendre la succession, et les autres, ma foi, ils auraient végété longtemps, parce qu'il n'y avait plus de guerre à cette époque-là. Donc, contre qui en Italie? Contre qui? C'était qui ces peuplades en Italie? C'était des Italiens ou c'était des... Non, c'était... Il n'y avait pas l'Italie de maintenant. Oui. C'était dans chaque région. C'est assez long à expliquer, parce que depuis que les Byzantins occupaient, il y avait aussi bien leur autorité allait jusqu'en Campanie, vers l'Italie méridienne, vers l'Italie du centre, par là. Il était même... C'était assez étendu, leur autorité. Et surtout, c'était les pillages des Sarrasins qui occupaient toute la Sicile et qui allaient ravager, ils allaient rançonner les villes. Alors, donc, je l'ai expliqué tout à l'heure, je l'ai un peu anticipé, ces chevaliers normands sont arrivés là-bas et ils ont remporté une série de victoires et occupé une partie des Pouilles, de la Pulie, quoi. Mais les Grecs ont réagi. Ils ont fait venir un chef militaire, un général, et des troupes fraîches, bien encadrées, et ils ont marché contre les Normands et ils les ont battus. Et dans une défaite mémorable à Cannes, où il paraît qu'il y a sur, je ne sais pas combien de Normands qui sont battus, il y en a que sur 250, je crois qu'il n'y en a que 25 qui s'en sont tirés, dont le chef des Normands, Guillaume Repostel, pas Guillaume Repostel, son nom m'échappe tout de suite. Non, malheureux. Le chef de l'époque des Normands qui a été tué à la bataille. Bon, alors, c'est là, ils sont remontés vers le nord. Pas tout à fait vers le nord, vers Naples, par là, vers les principautés qui avaient fait appel à eux dans la Campanie. Mais les principautés, dans leur garnison, ils ne pouvaient pas, comme on fait maintenant avec des casernes et des salaires et tout, prendre beaucoup de monde. Ils en ont pris quelques-uns pour assurer leur défense, et les autres, pas seulement en Campanie, mais ils ont été aussi vers le Mont Cassin, tout ça. Et les autres, alors, écoutez, débrouillez-vous, on ne peut pas vous prendre tous. Hein. Alors là, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est là qu'ils sont devenus des mercenaires. Ils disaient, puisqu'on ne veut plus de nous, et il n'est pas question que nous retournions dans notre pays, nous avons tout quitté, nous sommes là, eh bien, nous allons nous organiser, et ceux qui voudront utiliser nos services, ils n'auront qu'à faire appel à nous. Et c'est là que j'interviens. Les renseignements que j'ai, et pour lesquels je donne des preuves indubitables, démontrent que les Normands qui ont conquis l'Italie du Sud se sont installés sur les rivages de Ligurie, dans la région de Gênes. Et ils ont formé des bases importantes, des bases maritimes, et transporté leurs troupes aux endroits où ils devaient intervenir, ou bien de ces endroits-là,
il allait pourchasser les pirates arabes, il devenait en quelque sorte les corsaires de l'an 1000, et il travaillait beaucoup à fortifier, et surtout à construire des navires. Il leur fallait beaucoup de navires. Les Mademoiselles qui étaient là-bas, qui ont fait partie on va les retrouver après, parce que non seulement ils ont participé à cette épopée, mais ils ont travaillé avec les Liguriens, avec les Génois, pour construire des bateaux. Et Gênes, avant, n'était pas sur une voie maritime, se trouvait en dehors des voies maritimes. Eux, ils en ont fait une ville vivante, un grand port, et qui rayonnait dans toute la Méditerranée, et même en mer Noire, et même ailleurs après. Excusez-moi, Ils sont venus jusqu'à... le regard de la papauté par rapport à ses combats avec les Grecs et avec ses Normands, comment il voyait la papauté? Au début, ça allait bien. Ça n'a pas toujours été, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y avait pas que le pape. Il y avait l'empereur d'Allemagne qui, lui, avait beaucoup d'autorité sur l'Italie du Sud, et qui voyait également d'un bon oeil que les Normands là, qui étaient venus chassent les Byzantins, parce qu'ils n'attendaient que ça pour prendre leur succession, même s'il avait dû faire quelques concessions aux Normands. Mais le pape, lui, s'est inquiété aussi, parce qu'il était devenu tellement puissant qu'ils sont rentrés en conflit, et plusieurs fois, ils se sont battus. Le pape conduisait même ses armées. Il a été battu, il a été fait prisonnier avec son trésor et tout. Et quand il a été vaincu, eh bien, les Normands, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus se jeter à ses pieds et lui demander pardon d'avoir été obligés de le combattre. Ils l'ont gardé quand même quelques mois prisonnier, et puis ils ne lui ont pas rendu son trésor. Mais le pape a été obligé de composer avec eux et de raccorder les territoires qu'il a confirmé, les titres qu'il avait pris pour diriger l'Italie. Mais ça, c'est l'Italie du Sud. L'Italie du Nord nous intéresse davantage parce que la famille Mademoiselle, qui a participé à ces combats, s'est engagée avec les populations locales à faire fructifier ce port. Et au moment où la première croisade a été engagée, eh bien déjà, les Gênes étaient un port très puissant et il rayonnait, je l'ai dit, sur toute la Méditerranée et même jusqu'en mer Noire et plus loin, et il apportait une aide très importante aux croisés, non seulement en fournissant des navires, des vivres et tout ce qu'il fallait, mais en combattant souvent aux côtés des croisés. Alors les Mademoiselles là-dedans, parce qu'il n'existe aucun document, pas plus pour les Mademoiselles que pour d'autres d'ailleurs. Il n'y a pas de feuille de route, il n'y a pas de rôle d'équipage, il n'y a pas de passeport, il n'y a rien. Il indique des noms. Dans les navires, ils tenaient un cahier de bord? Non, il n'y avait rien. Non. À cette époque-là, après, oui, il y en a eu. Mais à cette époque-là, il n'y en avait pas. D'abord, la situation ne se prêtait pas beaucoup aux écritures. Et par contre, il y a eu... on sait qu'à la fin de ce XIe siècle, autour de 1090, où étaient les Mademoiselles, il est dirigé la République de Gênes, avec les 8 nobles qui dirigeaient la République. Ils vont être à la tête de la République de Gênes pendant 2 siècles. Les uns après les autres, pas toujours les mêmes, leurs descendants, parce qu'il était très coté, et il était tellement renommé que l'un d'eux a épousé la fille d'un noble de la région de Varadze, et cette branche des Mademoiselles, il y avait une branche à Gênes, est devenue noble. Elle est devenue noble, et je possède le tableau généalogique, disons, de toute, comment dirais-je, tous les, seulement pas, je parle, les femmes non, mais seulement de l'ordre des foyers, de tous les chefs de famille, depuis 1120 jusqu'à la fin du XIVe siècle.
Alors, tous les noms, je les connais tous, je sais ce qui leur est arrivé, tout ce qu'on leur a fait, ce qu'ils ont fait, la misère qu'ils ont dû supporter et tout. Donc, je suis très bien renseigné sur les Mesdemoiselles d'Italie de la branche de Varaz. Les autres, la branche de Gênes, je peux supposer qu'elle était constituée, on parlait tout à l'heure de la Normandie, des barons bas normands qui étaient indisciplinés. Et lorsque Guillaume le Bâtard, qui n'était pas encore le conquérant, Guillaume le Bâtard, lorsqu'il était nommé, il avait 8 ans. Quand il a été nommé, plus ou moins indirectement, pour être duc de Normandie, ils ont protesté. Et c'est pas à lui que revient la couronne ducale. Nous, on en a un autre, etc. Et se sont dressés contre. Il avait plus de 8 ans, là, quand même, quand il est venu au pouvoir. Ils se sont dressés contre lui et ils ont marché contre le duc de Normandie pour aller à Rouen, pour occuper Rouen. Mais le futur conquérant, Guillaume le Bâtard, qui n'était pas tombé, si je peux employer cette expression un peu